Bienvenue dans ce nouveau cours de la science des matériaux pour le GMP. On va s'intéresser à travers différentes vidéos de cours, mais également de TD. Donc vous retrouverez les vidéos de TD dans la playlist TD dans la chaîne SDM GMP. Donc on va s'intéresser ici à la sélection des matériaux des procédés. Et on va commencer par la démarche de sélection. Donc on va se mettre ici dans un cadre de conception, conception produit, dans laquelle on va devoir répondre à un cahier des charges et sélectionner les bons matériaux et naturellement les procédés qui vont être utilisés pour mettre en œuvre ces matériaux pour réaliser les produits conceptuels désirés. Donc, on va s'intéresser ici à la partie démarche de sélection. On verra par la suite les outils de sélection et puis on s'intéressera donc aux deux cas matériaux et procédés de façon plus spécifique. Donc, on mettra en place cette démarche avec les outils d'un point de vue matériau, d'un point de vue procédé. Et ensuite, on approfondira un tout petit peu plus l'aspect matériaux, notamment à travers la définition de ce qu'on appelle les critères de performance. Première chose, plaçons-nous donc dans le cadre de la conception d'un produit pour mettre en place cette sélection des matériaux et procédés, et on sait que quand on parle de produit, très souvent, ce produit va être un assemblage de sous-produits de composants. Alors bien sûr, ça dépend de l'échelle à laquelle on va travailler. Si je prends un avion par exemple, je vais considérer que c'est un produit, donc c'est un assemblage de tronçons, c'est un assemblage d'ailes, de trains d'atterrissage, de moteurs, etc. Donc ça c'est l'échelle produit qui sera l'avion, mais je peux descendre à une échelle plus basse, prendre par exemple l'aile et considérer que cette aile est un produit, et ça sera un assemblage de sous-produits au niveau de l'aile. Donc attention, quand on parle de produit, on va se positionner à une échelle spécifique. Donc si je prends l'aile, par exemple ici, une aile de type métallique, par exemple, va être formée de quoi? D'ailerons, de volets, de longerons, par exemple, différents types de longerons, arrière et avant ici, d'hélices, des nervures. Et si je focalise par exemple sur le longeron qui est ici, je vais me rendre compte que ce longeron qui est un composant de l'aile, donc à l'échelle de l'aile ici, va être en fin de compte réalisé à partir de quoi? De matériaux, donc ça peut être un ou plusieurs matériaux, et ces matériaux, pour réaliser la fonction attendue dans le cadre de la création de ce longeron, vont avoir une certaine forme et donc seront mis en forme avec des procédés spécifiques. Donc naturellement, ce longeron va répondre à des fonctions prévues dans le cadre du cahier des charges. Donc si on prend par exemple ici un longeron qu'on appelle fail-safe, tout simplement parce que c'est un longeron qui, s'il casse en certaines parties grâce au rivetage et ici à la plaque de raccordement, va quand même assurer des fonctions en mode dégradé, donc ne va pas casser d'un coup, il va casser par partie, entre guillemets. Donc on voit par exemple que ce composant qui est ici pourrait être fait d'un seul et unique matériau, donc ici j'ai conservé une couleur unique pour le matériau, mais sera fait de différentes parties qui seront assemblées entre elles, notamment à travers des solutions de type rivetage. Donc le produit va être un assemblage de sous-produits, et ces sous-produits peuvent être naturellement des matériaux qui ici peuvent être assemblés, donc des matériaux et qui ont une certaine forme, donc sont mis en forme. C'est pour ça qu'on doit mettre en place une démarche de sélection des matériaux. Donc le matériau ici doit répondre dans notre produit aux fonctions établies dans le cadre du cahier des charges. Et naturellement, la forme du composant qui est ici va également participer à la fonction prévue dans le cadre de ce cahier des charges. Mais naturellement, encore une fois, pour mettre en forme ce matériau, il nous faut des procédés. Il faut donc mettre en place une démarche de sélection procédé adéquate. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on entend par matériau? Alors ici, le matériau va être vu comme l'ensemble de la matière première ou des matières premières qui vont être utilisées et surtout mises en œuvre, donc fabriquées. On pourrait dire mise en forme, mais également traitées. Je vous rappelle que la fabrication peut se voir dès le départ, c'est-à-dire qu'on va fabriquer de la matière première, mais ensuite on va la mettre en forme, donc on va utiliser des moyens de mise en forme, on va les assembler, puis on va également créer des traitements qui vont nous permettre de transformer les propriétés de la matière première dans des propriétés attendues dans le cadre du cahier des charges. Donc si on prend ici la fonction assurée dans le cadre de notre matériau au sein d'un produit, on a dit que le matériau naturellement va être automatiquement considéré pour répondre à la fonction attendue, mais la forme va également participer à la fonction, et naturellement, le procédé de mise en forme et de mise en œuvre de ce matériau va également induire des propriétés ou des modifications de ces propriétés lors de la fabrication. Donc typiquement, si je parle par exemple de traitement ici, si on parle de trempe, de recuit, de revenu, on comprend qu'on va avoir automatiquement des transformations des propriétés, mais la mise en forme peut également engendrer des transformations des propriétés. On l'avait vu, par exemple, si je parle de pliage, je vais faire un
un écrouissage. Cet écrouissage va engendrer un durcissement. Donc le procédé de mise en forme va engendrer des changements des propriétés. Et donc automatiquement, les propriétés obtenues peuvent, du moins c'est ce que l'on souhaite ici, répondre à la fonction demandée dans le cadre du cahier des charges. Donc, quand on parle de fonction, on a automatiquement trois choses à considérer pour répondre à la fonction attendue dans le cahier des charges. C'est quel matériau je vais utiliser, quelle est la forme alliée à ce matériau d'un point de vue structure, donc je vais faire une structure ici pour répondre à ma fonction, et également le procédé que je vais utiliser va-t-il participer à la fonction assurée par le matériau et la forme, c'est-à-dire est-ce que ce procédé va engendrer ici des propriétés spécifiques au niveau du matériau. Donc, si je prends forme et matériaux, je comprends que je vais avoir une structure. Or, problème, les procédés ne peuvent pas mettre en forme ou en œuvre tout type de matériaux, et également les procédés, du moins tous les procédés, ne peuvent pas mettre en forme ces matériaux dans toutes les formes possibles. En gros, ça veut dire que quand vous allez prendre un procédé, le procédé va limiter votre choix en matériaux et formes, et inversement, d'un point de vue conceptuel, quand vous allez imposer une forme, par exemple pour un problème de dimensionnement, structure ou d'encombrement, et que vous allez imposer un matériau dans votre cadre conceptuel, vous allez être limité dans le nombre de procédés pouvant mettre en forme ce matériau dans la forme choisie. Ça veut donc dire que si la fonction est assurée par le triplet matériau, procédé, forme, on a au sein de ce triplet une interdépendance qui fait que à partir du moment où vous positionnez un de ces trois éléments, les deux autres très fréquemment vont également avoir, d'un point de vue induit, une limitation en termes de choix. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas utiliser n'importe quel matériau dans n'importe quelle forme et n'importe quel procédé ici pour réaliser la forme désirée. Donc, dans notre produit, on a des matériaux, on a des formes, des procédés qui ont permis d'obtenir le matériau dans la forme voulue, avec l'évolution des propriétés attendues dans le cadre de ce procédé, et automatiquement, dans ce triplet, l'interdépendance entre les trois va être de fait limitant d'un point de vue choix et donc d'un point de vue conceptuel. Donc prenons le cas du longeron qu'on a regardé tout à l'heure. Donc je peux avoir différents types de longerons qui peuvent être réalisés en termes de conception. Donc on va avoir un cahier des charges donné, on va partir par exemple sur un alliage d'aluminium, et la solution finale va dépendre bien sûr du cahier des charges dans lequel on travaille, et d'un point de vue forme et donc procédé, je peux avoir différents types de longerons. Ici par exemple un profilé, donc mise en forme primaire, sur lequel on va avoir de l'enlèvement de matière, donc une mise en forme secondaire va être réalisée ici, à ce niveau-là. Autre solution, je vais avoir un longeron multipartie assemblé, donc ici par rivetage par exemple, avec deux semelles de type plaque, et une âme faite à partir de deux plaques qui vont être déformées, donc ici je vais avoir du pliage par exemple, et après d'autres solutions qui sont proposées, ici multi-bloc, avec différents types de structures, là je vais plutôt être sur du tubulaire, ici j'ai encore du type plaque mais riveté, un petit peu comme le fail-safe qu'on a vu préalablement, et ici un monobloc profilé directement, donc un seul type de mise en forme sur le matériau qui sera sélectionné. Donc je comprends bien que dans le triplet qui est ici, mon matériau va être unique, et je peux, en fonction des formes désirées ou de la forme désirée, utiliser différents types de procédés qui vont participer à la réalisation de la fonction. Ici, typiquement dans le fail-safe, essayer de faire différentes parties qui peuvent se désolidariser en cas d'un accident ou autre, mais assurer que la fonction complète ou globale de la structure reste efficiente, même d'un point de vue dégradé, ou des structures monoblocs, donc là c'est un petit peu plus compliqué d'un point de vue tenue en dégradé, même d'un point de vue réparabilité, mais donc ça veut dire que la fonction qui va être ici, en fonction du cahier des charges qui va être donné, va engendrer un choix conceptuel, donc un choix de forme et donc de procédé à matériaux ici constants dans les différents exemples qui nous sont donnés. Alors, si on parle de conception de produit, donc on a raisonné un petit peu autour des matériaux, des formes et des procédés, il va y avoir une problématique qui va apparaître déjà, c'est que dès qu'on va parler matériaux, on va être confronté au fait qu'il n'y a pas qu'un seul matériau bien sûr qui existe, il y en a plein, et il y a même des centaines de milliers de références matériaux qui existent dans le monde, et naturellement ce nombre de références évolue d'année en année, on a de plus en plus de matériaux qui sont créés et fabriqués, et
non seulement les nuances sont nombreuses, c'est-à-dire au sein d'un même alliage, je peux avoir bien sûr une variation en termes de concentration. Prenons les alliages aluminium par exemple. On va avoir de la série 1000 à la série 8000. Prenons la série 2000, c'est de l'aluminium et du cuivre, mais le pourcentage de cuivre est différent. Donc j'ai déjà dit différentes nuances de mélange aluminium-cuivre, mais je peux rajouter un troisième, un quatrième élément d'alliage au sein de cet aluminium de type 2000. Donc je vais avoir énormément de variations en nuances. Je pourrais parler des aciers, on pourrait parler également bien sûr de tout ce qui est non ferreux autre que l'alliage d'aluminium, les titanes, les nickels, on pourrait parler des céramiques, des polymères, des matériaux hybrides. Dès qu'on va parler de composite et d'hybridation, on va avoir une ouverture en termes de propriétés qui va être faramineuse. Et donc le concepteur se doit de connaître l'ensemble des matériaux et des propriétés associées et va devoir être capable de descendre jusqu'aux nuances des différents matériaux qu'il serait capable d'utiliser, donc de connaître quasiment toutes les références matériaux qui existent. Donc ça devient vraiment très compliqué. On n'a pas un ordinateur à la place du cerveau, mais c'est un petit peu ce qu'on demande au concepteur, c'est être capable au moins d'embrasser globalement les propriétés des matériaux et d'aller chercher les propriétés adéquates, donc la bonne nuance. Alors, à ceci va se rajouter un autre problème, c'est que, on l'a dit préalablement, les propriétés matériaux dépendent bien sûr de la matière première, mais également de la mise en œuvre. C'est-à-dire que dès qu'on va parler de matériaux, on va mettre en œuvre la matière première, et je peux avoir des modifications des propriétés, donc des propriétés liées à la nuance sur laquelle on travaille ici. Donc dès que je mets en œuvre, dès que j'assemble, dès que je traite, je vais avoir en gros une action sur les propriétés matériaux. Donc ça aussi, le concepteur se doit de l'avoir en tête, et donc quand il va concevoir un produit, il doit naturellement associer les propriétés matières premières et matériaux aux modifications potentielles dues au procédé. Alors, on a beaucoup de matériaux, mais on a également beaucoup de procédés. Donc dans cette problématique, le concepteur se doit de connaître également l'ensemble des milliers de procédés qui peuvent exister pour mettre en œuvre, assembler ou traiter les matériaux qu'il va utiliser au sein de sa conception. Alors, au-delà de ça, on intègre de plus en plus à notre époque des fonctions au niveau des pièces, c'est-à-dire que le matériau ou la structure conceptuelle a des propriétés ou des fonctions d'usage, et plus ça va, plus on va demander à ce que nos structures aient de plus en plus de fonctions, c'est-à-dire qu'elles rajoutent des fonctions qu'elles n'avaient pas fatalement initialement. Prenons un exemple simple, si je prends un matériau qui n'est pas conducteur, ou une structure qui n'est pas conductrice d'un point de vue électrique, je peux chercher à vouloir la rendre conductrice, c'est-à-dire je ne change pas la forme, je ne change pas directement le matériau initial, mais je vais rajouter au sein de ce matériau quelque chose qui va me permettre d'assurer une conduction électrique, alors qu'au départ, ce matériau ou ces structures ne pouvaient pas permettre cette conduction électrique. Prenons le cas des matériaux composites à base de résine, par exemple. Donc la résine, prenons de la résine thermodurcissable, n'est pas une matière qui conduit l'électricité, c'est plutôt un isolant. Je vais y rajouter de la fibre. Alors je ne prends pas le cas de la fibre de carbone qui elle est conductrice, prenons par exemple de la fibre de verre. Je comprends que le matériau composite fibre de verre et résine époxyde par exemple est parfaitement isolante. Donc je pourrais me poser la question comment je peux donner une fonction de type conduction électrique à ce matériau. Et je vais rajouter des particules en surface ou à cœur du matériau, ou même carrément un grillage sur ce matériau, donc un grillage métallique, pour le rendre conducteur en surface ou à cœur. Donc je peux y mettre des particules, vous avez certainement dû entendre parler de nanoparticules, de nanotubes, un nanotube de carbone par exemple, ou du graphène, qui vont permettre comme ça à ce matériau d'ajouter une fonction de conduction électrique plus ou moins forte, plus ou moins élevée en fonction de ce qu'on a besoin. Mais ça veut dire que le concepteur doit connaître l'ensemble des nuances de matériaux qui existent, l'ensemble des procédés qui peuvent exister, et en plus doit se mettre à jour, entre guillemets, dans cette option de je dois fonctionnaliser mes matériaux, les rendre, on va dire, intelligents, on parlera de smart materials par exemple, je vais rajouter des fonctions multiples au sein de mes structures. On parle ici de conduction électrique, on pourrait également imaginer que les matériaux au sein des avions, par exemple, puissent devenir conducteurs thermiques, par exemple pour assurer du dégivrage. Donc plutôt que de faire des structures de dégivrage, on pourrait très bien se dire, voilà, mon matériau va devenir conducteur thermique, et c'est cette conduction thermique qui va m'aider à dégivrer la structure aéro, par exemple, que je vais développer. Donc le concepteur doit en plus être capable de faire évoluer ces structures, donc pourquoi pas même imaginer faire évoluer le matériau pour répondre
à de nouvelles fonctions. Donc ça rajoute encore un certain nombre de cas de potentiel de sélection de matériaux et procédés associés. Ensuite, comme on l'a dit préalablement, je peux développer de nouveaux matériaux. Donc on sait, hein, il y a des matériaux qui se développent de plus en plus d'année en année. Et donc naturellement de nouveaux procédés associés. On parlait des composites, hein. Les composites ont quelques dizaines d'années maintenant. Naturellement, on a des matériaux composites qui vont être fabriqués. Alors au départ, c'était plutôt des procédés manuels. Et plus ça va, plus on va automatiser la création des matériaux composites. On parle également, par exemple, aussi de procédés additifs. Hein. On parle d'imprimantes 3D, par exemple. Donc on va avoir de nouveaux matériaux et donc de nouveaux procédés associés. Et naturellement, le concepteur doit également rester au courant de ces développements matériaux et procédés, donc assurer ce qu'on appelle de la veille technologique. Donc cette problématique nous fait comprendre que il y a un grand nombre de références matériaux procédés qui existent, et donc on doit rester à jour de cette connaissance. Et on doit donc avoir la possibilité de toujours connaître l'évolution des matériaux et des procédés. Ça veut donc dire que, là je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas des cerveaux qui sont des ordinateurs, on doit donc rester à jour, on va devoir utiliser des outils, des bases de données qui, elles, sont mises à jour régulièrement. On doit assurer aussi, à travers des études bibliographiques ou des recherches internes à l'entreprise, une veille sur les matériaux et procédés pour toujours être à la pointe de la technologie. Donc le concepteur se doit de veiller toujours à rester à jour comme ça par rapport à cette connaissance. Donc l'idéal, hein, par exemple, serait d'utiliser des bases de données qui, elles, sont mises à jour régulièrement pour pouvoir toujours avoir cette connaissance. Donc deuxième problématique, c'est on a des matériaux à sélectionner, on a des procédés à sélectionner, mais est-ce qu'on n'aurait pas des critères de choix qui nous aideraient à sélectionner parmi les meilleurs candidats matériaux et procédés? Donc là aussi, on pourrait se dire, en gros, comment je peux orienter mon choix conceptuel pour que le couple matériaux-procédés associé à la forme réponde à la fonction du cahier des charges. Donc là, il y a des démarches à mettre en place qui peuvent nous aider, et c'est un petit peu le but ici, hein, c'est de mettre en place cette démarche de sélection pour sélectionner proprement les matériaux et les procédés. Donc, dernière petite chose qu'il faut rajouter ici, si le concepteur ne tient pas compte de l'interaction dont on a parlé préalablement, c'est-à-dire matériaux, procédés, formes, très fréquemment la conception ne sera pas bonne. Alors, on peut le positionner un peu différemment. Si le concepteur a parfaitement compris la démarche de sélection matériaux, procédés et formes associées, en fin de compte, il va l'appliquer directement à sa société ou à son entreprise. Par exemple, on va avoir un magasin matériaux, on va avoir des lignes de fabrication, et donc il va devoir tenir compte de ce que l'on a en stock d'un point de vue magasin matériaux et de ce qu'on en a à disposition, bien sûr, au sein de la société pour mettre en forme, mettre en œuvre, assembler et traiter les matériaux. Si jamais on n'a pas les matériaux et procédés associés à notre cadre conceptuel au sein de l'entreprise dans laquelle on travaille, il faudra soit sous-traiter, soit faire évoluer le stock de matériaux au sein du magasin ou carrément faire évoluer les lignes de production. Voilà, donc ça c'est important bien sûr, puisque pour rester toujours à la pointe de la technologie et du développement, il faut faire évoluer naturellement nos conceptions, et donc comme il peut y avoir de nouveaux matériaux, de nouveaux procédés, il faut faire évoluer le stock associé et également les lignes de production. Donc autour de cette interaction, il faut également se poser la question de l'incompatibilité de certains matériaux entre eux. Si je prends par exemple l'effet de ce qu'on appelle les piles électrolytiques ou les piles galvaniques, vous avez certains matériaux qui peuvent détruire d'autres matériaux par effet de pile. Par exemple, je vais avoir un matériau qui va être une anode et une cathode, et je vais avoir des gradations de l'un par rapport à l'autre, parce que je vais avoir, par exemple, dans un milieu plutôt humide, une conduction électrique qui va se mettre en place, et je vais avoir une corrosion qui va se mettre sur le matériau qui a le potentiel le plus bas possible. Donc ça, je peux avoir des incompatibilités matériaux lors d'un assemblage, mais je peux aussi me dire, voilà, quand je vais assembler par soudure, est-ce que si je prends de l'aluminium et de l'acier, par exemple, est-ce que je peux les souder facilement l'un avec l'autre? Donc, non seulement j'ai une interaction matériaux, procédés, formes, comme on l'a expliqué préalablement, mais je peux avoir en plus une interaction au sein des matériaux et parfois même des incompatibilités de choix matériaux. Donc ça aussi, le concepteur doit en tenir compte. Donc comme on l'a dit préalablement, donc là je ne vais pas m'étendre, le procédé peut faire changer les propriétés matériaux. Je viens de parler de la soudure. Typiquement, dès que je vais faire une soudure, notamment à l'état liquide, je vais complètement transformer l'architecture du matériau soudé. Je vais donc devoir faire des traitements pour réadapter la soudure aux fonctions et donc aux propriétés désirées.
Autre chose également, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, dès que je vais utiliser un procédé ou des procédés particuliers, je vais avoir une restriction de forme et de matériaux par rapport à ces procédés. Et inversement, si je choisis des formes des matériaux, la sélection des procédés va être limitée également à cause du doublon, ici forme plus matériaux. Donc en gros, si on résume tout ça, je vais avoir besoin de bases de données qui sont mises à jour et je vais avoir une nécessité d'optimiser mon choix matériaux et procédés en tenant compte de la forme et de l'interaction qui existe entre matériaux, procédés, formes, mais également au sein même des matériaux. Donc, si j'ai besoin de bases de données, j'aurai aussi besoin d'outils d'aide à la sélection et même mieux, d'outils de croisement de données associés à cette sélection. Donc l'idéal serait de pouvoir dire voilà, si j'utilise tel ou tel matériau, quelles sont les formes ou procédés accessibles, et si j'utilise tel ou tel procédé, quelles sont les formes admissibles et les matériaux qui pourraient être utilisés, et pourquoi pas même carrément, est-ce que les matériaux que je suis en train d'utiliser sont compatibles entre eux. Voilà, donc l'idéal serait d'avoir un outil ou des outils qui me permettent non seulement d'avoir la connaissance sur l'ensemble des propriétés matériaux, procédés, mais en plus croiser l'ensemble de ces propriétés et rendre compte des interactions potentielles au niveau de ces choix. Donc ça serait le summum, bien sûr. Alors, différents produits existent, enfin différents outils. On peut avoir des outils sur Internet ou des outils logiciels qui existent, qui sont plus ou moins poussés, plus ou moins élaborés. Alors, on n'en parlera pas dans cette vidéo, je vous le présenterai dans une vidéo suivante. Là, nous, on va plutôt regarder un petit peu comment on met en place cette démarche de sélection et à quel moment on la met en place surtout. Donc, quand on fait de la conception produit, donc on fait du développement produit, on peut avoir une démarche ergonomique, conceptuelle pure ou de design industriel. Donc nous on va se placer dans la démarche conception classique et on va essayer de regarder à quel moment on met en place cette démarche de sélection. Vous allez voir qu'elle apparaît très très vite. Donc très rapidement, juste pour rappel, parce que ce n'est pas le but du cours ici, quand on a un développement de produit et qu'on fait de la conception, on part de l'évaluation pour arriver à la validation et l'optimisation du produit avant d'obtenir le produit fini, en passant bien sûr par tout ce qui est étude du besoin et de faisabilité, étude préliminaire pour l'étape de validation et naturellement tout ce qui est détail plus poussé pour l'optimisation avant d'obtenir le produit final. Donc à travers les différentes séquences qui existent, on planifie, on analyse la valeur et on fait de l'analyse fonctionnelle bien sûr au départ. On va prédimensionner pendant l'étape de validation et faire une étude produit-process. Donc là, on regarde bien cette interaction produit-procédé, donc matériaux-procédé et interaction potentielle associée. Et on aura à la fin, bien sûr, tout ce qui est validation numérique, optimisation et dialogue, essai, calcul, notamment ici pour l'étape finale, pour la validation produit fini avant de sa mise en commercialisation. Donc, si on regarde au tout début, on a un cahier des charges global qui est mis en place à l'étape d'évaluation, et c'est ce cahier des charges qui va servir d'assise à la démarche de sélection des matériaux et des procédés. Une fois que la sélection est mise, c'est là qu'on peut faire justement l'évaluation et choix de concept, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on va pouvoir vérifier en prédimensionnement que les choix préliminaires ont été cohérents, et en validation finale, on va chercher à détailler plus les choses, c'est là où on va chercher à descendre dans la nuance, où on va regarder si les choix matériaux et procédés préalablement étudiés et qu'on est en train d'affiner nous permettent de sélectionner les meilleures nuances matériaux et les meilleurs procédés pour optimiser le produit, pour avoir le meilleur produit fini possible. Donc comme je l'ai dit préalablement, c'est à partir de l'étape initiale ici que nous on va se positionner, donc on va commencer à mettre en place la démarche de sélection ici. Bien sûr, cette démarche va s'affiner au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'étape conceptuelle. Et on va avoir en gros au tout début ici une démarche globale. On va rentrer un peu plus dans la démarche concept, c'est-à-dire on va focaliser un peu plus sur les choix matériaux procédés ici, et on va affiner nos choix matériaux et procédés en étape finale, donc lors de l'optimisation ici pour le meilleur produit. Donc, si je prends la démarche de sélection sur le cahier des charges global, je vais mettre en place sur le cahier des charges fonctionnelles et techniques ma démarche de sélection, et on va voir que cette démarche de sélection va se faire via une traduction du cahier des charges. Donc cette traduction du cahier des charges va devoir être exprimée en termes de fonctions, c'est-à-dire qu'on va essayer de donner les fonctions du produit sur lesquelles on travaille, attention, fonctions matériaux, mais également fonctions procédés, les contraintes, je réexpliciterai
ce que veut dire ce mot contrainte à ce niveau-là, hein, mais contraintes associées aux matériaux, aux procédés, les objectifs, attention, objectifs et contraintes ne veulent pas dire la même chose, et quelles sont les variables libres laissées au choix du concepteur. Alors si on regarde ces trois étapes-là, hein, on va avoir bien sûr un besoin du marché qui est exprimé, donc on va avoir le concept, on va améliorer ce concept jusqu'à arriver à la phase de détail d'optimisation avant d'obtenir le produit fini. Naturellement, d'un point de vue conceptuel, on a différents objectifs et des outils associés pour répondre à ces objectifs. On l'a vu, hein, l'analyse fonctionnelle va nous aider à clarifier les fonctions pour obtenir un concept cohérent. On va modéliser, simuler, optimiser afin de définir et d'obtenir les meilleures caractéristiques principales du produit avant d'obtenir bien sûr à la fin, via la modélisation des différents composants du produit sur lesquels on travaille, via les éléments finis, tout ce qui est aide à la conception assistée par ordinateur ou la fabrication également assistée par ordinateur, qui nous permet d'optimiser la réalisation voulue, hein, donc d'un point de vue fabrication, assemblage et donc fonction obtenu. Donc on a en gros toute la démarche conceptuelle qui est ici, qui va donc de l'expression initiale jusqu'au produit fini. Et ben on va voir cette démarche matériaux et procédés qui va se mettre en parallèle des outils et des objectifs visés. Donc si on prend au tout début, donc la démarche matériaux et procédés va nous permettre de dégrossir un petit peu les grandes classes de matériaux sur lesquels on veut travailler, donc également les grandes classes de procédés associés. On pourrait dire, voilà, moi ce qui m'intéresse dans le cas du produit sur lequel je suis en train de travailler, c'est plutôt les métaux et plutôt le moulage qui va me permettre d'obtenir le produit voulu. Donc là, ça serait en gros l'étape conceptuelle initiale. Et au fur et à mesure que je continue à avancer dans ma démarche de sélection matériaux et procédés, et notamment pour optimiser les choix associés, bah, je vais par exemple me dire, bah, dans les métaux, bah, c'est plutôt la classe des alliages d'aluminium qui m'intéresse, et dans la famille des procédés par moulage, eh bien, c'est plutôt le moulage coquille qui sort comme étant un candidat potentiellement intéressant et qui va tendre vers une optimisation principale produit. À ce moment-là, la forme va devenir incontournable, c'est-à-dire que dès que je commence à focaliser sur les matériaux et puis le type de moulage, par exemple ici, que je veux avoir, bah, la forme va devenir incontournable. Il va me permettre de dimensionner proprement les choses et de vérifier que d'un point de vue optimisation, la forme choisie sera la bonne et que parmi les alliages d'aluminium et le moulage coquille qui sont ici, bah, le meilleur candidat, par exemple, pourrait être un aluminium de la série 4000, par exemple la LSI 7MG, et que dans le cas du moulage par coquille, bah, ce serait plutôt coquille par gravité qui sera sélectionné pour avoir le meilleur produit. Voilà, donc c'est un petit résumé très rapide de ce qu'on pourrait mettre en place. Nous, on va plutôt s'intéresser à la partie qui est ici, c'est-à-dire qu'on aurait plusieurs niveaux d'apprentissage. Donc si on prend du bac plus 1, bac plus 2, on est plutôt sur l'étape 1 et l'étape 2 qui est ici. Et dès qu'on va rentrer sur de la licence 3 et du master 1 et 2, on serait plutôt sur l'affinement qui est ici. C'est-à-dire qu'on pousse naturellement l'optimisation produit jusqu'au choix précis de la nuance de matériaux et du type de procédé associé. Alors, cette démarche dépend beaucoup quand même du secteur d'activité dans lequel on se situe, car quand on parle de famille de matériaux, là j'ai parlé tout à l'heure des métaux par exemple, et je focalisais sur un alliage aluminium, mais c'est vrai que cette façon de parler dépend quand même du secteur industriel dans lequel on se situe, ou dans le moins le secteur d'activité. Donc quand on parle de famille de matériaux, les approches peuvent être plutôt physiques. On pourrait parler de matériaux plutôt conducteurs, semi-conducteurs ou isolants. Je pourrais avoir une approche plutôt chimique, donc parler de matériaux métalliques, ioniques, covalents ou moléculaires. Donc ça doit rappeler certains cours qu'on a fait ensemble, hein, sur les cours de première année. Et je peux avoir une approche un peu plus mécanique, c'est-à-dire voilà, j'ai des métaux, j'ai des céramiques, j'ai des polymères, ou j'ai des matériaux hybrides, ou du moins composites. Donc nous, on aura plutôt une approche de ce type-là, c'est-à-dire qu'on mettra en place une démarche de sélection des matériaux en tenant compte de ces 4 familles de matériaux. Donc on est vraiment sur cette branche ici, hein, d'un point de vue démarche de sélection. Alors, dans la démarche de sélection, naturellement, dès qu'on va parler de propriétés matériaux, il faudra s'intéresser à toutes les propriétés matériaux. Bien sûr, nous, on est dans le génie mécanique et productique, donc on sera peut-être
plus orienté vers la méca, mais bah, il faut également tenir compte de l'ensemble des propriétés potentielles données par nos matériaux. Et je vous rappelle également que bon, on a de plus en plus de matériaux fonctionnalisés, donc avec des fonctions de plus en plus étendues, donc des propriétés qui seront demandées, bah, qui ne seront pas fatalement que mécaniques, et peuvent être électriques, magnétiques ou autres. Donc en gros, dès qu'on va parler propriétés matériaux, bah, il faudra maîtriser toutes les propriétés associées au choix de ces matériaux. Donc elles peuvent être bien sûr quantitatives, donc chiffrées, mesurables. Par exemple, hein, si je veux une limite d'élasticité donnée de l'ordre de 600 mégapascales, donc là je donne bien un chiffre. Pareil pour le module Young, pareil pour une dureté Vickers, par exemple, de l'ordre de 500 HV pour du Vickers. Donc je peux chiffrer ces propriétés, mais parfois les propriétés peuvent être booléennes, descriptives, voire non mesurables. Par exemple, est-ce que mon matériau est recyclable? Bah, c'est du on-off, hein, c'est oui ou non, donc c'est pas chiffré, c'est bien booléen. Est-ce que j'ai une très bonne tenue, par exemple, aux acides ou aux bases ou à l'eau ou aux UV? Donc cette tenue peut être bonne, excellente ou mauvaise, hein. Je peux avoir un isolant électrique aussi. Est-ce que je suis isolant, bon conducteur, mauvais conducteur? Donc vous voyez que ce sont des données qui peuvent être purement qualitatives. Donc on peut quantifier ou qualifier les propriétés matériaux et naturellement l'ensemble de ces propriétés sont très très larges, hein. J'ai des propriétés purement géoéconomiques par exemple, quantité de matière ou de matières premières ou de matériaux produits dans le monde. Est-ce qu'il y a des stocks suffisants? Est-ce que c'est une matière que je peux retrouver à tel ou tel endroit? Est-ce que j'ai tel ou tel fournisseur? Et à quel prix? Donc ça, c'est des données qui sont importantes à maîtriser pour les évolutions potentielles de ce matériau. Je peux avoir des matériaux qui n'existeront plus d'ici quelques années ou que je vais être obligé de synthétiser, par exemple. Propriétés physiques, par exemple la masse volumique en fait partie, propriétés thermiques, des propriétés électriques, hein, magnétiques, optiques. Alors parmi les physiques, hein, on retrouvera bien sûr ici aussi les propriétés mécaniques. Des propriétés de type environnemental, je pourrais m'intéresser par exemple à tout ce qui est dégazement de CO2, utilisation d'énergie ou également utilisation de l'eau lors de l'obtention de la matière première. C'est le genre de choses qu'on pourrait avoir d'un point de vue éco-conception, c'est-à-dire quand on va parler de conception tournée vers le développement durable, hein, ces propriétés-là vont devenir incontournables, en plus de toutes celles qui sont ici. Et je pourrais avoir aussi les propriétés de durabilité, tenue aux UV, tenue à l'eau, dont on a parlé tout à l'heure. Donc le concepteur se doit de maîtriser l'ensemble de ces propriétés qui sont ici, sachant que nous, dans le cadre de ce cours, on va énormément focaliser sur les propriétés qui sont ici, et de temps en temps, on ira taper dans toutes celles qui sont autour ici. Alors, d'un point de vue procédé, si on regarde les différentes familles qui existent, alors on pourrait regarder dès le départ ce qui se passe, hein, comment j'obtiens ma matière première. Alors je peux l'obtenir par extraction, synthèse, recyclage, retraitement, hein. Donc prenons l'exemple ici de la bauxite qu'on va extraire de la roche, on va la traiter pour obtenir de l'alumine et enfin obtenir l'aluminium. Donc là c'est typiquement ce qui pourrait se passer au niveau de l'obtention de la matière première. Donc nous on n'ira pas travailler sur ce niveau-là. Donc ensuite on obtient le matériau brut, hein. On aura ici par exemple un lingot d'aluminium, et une fois qu'on a ce matériau brut, on va pouvoir mettre en forme, donc mise en forme primaire, on va mouler, on va façonner, on va friter par exemple, hein, méthode des poudres, on va obtenir différents produits initiaux, on pourrait également faire de la mise en forme secondaire, par formage par exemple, ou usinage, donc différents types de structures que l'on pourrait obtenir ici par exemple, et on aura ensuite le matériau vu dans le produit, un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur la partie longeron, où on aura des traitements, des assemblages de différents produits ici qui ont été mis en forme préalablement, et donc on obtiendra la structure finale voulue. Voilà, donc on aura différentes familles qui vont apparaître comme ça, donc je ne sais pas si vous l'avez senti déjà dans ce que j'ai prononcé. Je vais faire de la mise en forme, donc on a une première famille qui apparaît ici. Je vais traiter, par exemple, je vais faire un revêtement. Imaginons que je conserve l'aluminium, je peux mettre un revêtement anticorrosif complémentaire par-dessus. Je vais également assembler, ici par exemple j'ai du rivetage. J'ai donc bien trois familles qui apparaissent, la mise en forme, le traitement et l'assemblage. Donc vous voyez que là c'est un peu plus rapide que ce qu'on avait vu pour les matériaux, on n'en a que trois, on n'a pas d'autres points de vue contrairement aux matériaux, donc on partira sur ces trois familles dans la suite du cours. Alors, comme pour les matériaux, les propriétés procédées peuvent être chiffrées, mesurables ou qualifiables. Donc, on le verra au fur et à mesure des exercices qu'on fera ensemble, hein, mais c'est exactement comme pour les matériaux. Et au niveau des propriétés procédées, là, ce qui est quand même assez particulier, c'est que les matériaux vont faire partie des propriétés procédées, dans le sens où je me pose la question de savoir si mon procédé va être capable d'utiliser le matériau pour
le mettre en forme, pour le traiter ou pour l'assembler via un procédé d'assemblage particulier. Donc le matériau va devenir en tant que tel une propriété procédé. Ensuite, j'aurai les fonctions procédés associées. Est-ce que je cherche à mouler? Est-ce que je cherche à percer? Est-ce que je vais chercher à souder? Est-ce que je vais chercher à faire par exemple des trempes ou à transformer la dureté de ma pièce? Voilà, donc il y a tout plein de choses qui vont pouvoir se mettre en place en termes de fonctions. Ensuite, naturellement, qui dit procédé dit forme, donc les formes associées au procédé d'obtention. Est-ce que je fais de la mise en forme ou de l'assemblage? Faites attention, on verra quand on parlera des procédés qu'on a des formes de mise en forme, mais on a aussi des formes d'assemblage. Les tolérances associées, est-ce que j'ai des intervalles de tolérance donnés, plus ou moins restrictifs ou pas? Je vais avoir également les propriétés obtenues après mise en forme, traitement ou assemblage. Est-ce que je vais modifier ici le matériau par rapport aux fonctions procédées? Donc là, est-ce que j'ai les propriétés obtenues, attendues que je pourrais avoir via les procédés? Ensuite, la qualité du procédé. Donc là, je vais qualifier par exemple un état de surface, qualifier le rendu obtenu après le procédé. La gamme de production, donc la gamme de production, ça peut être la série que vous allez vouloir mettre en place, également les masses, les épaisseurs associées au niveau du produit que vous voulez mettre en forme, par exemple. Ensuite, les attributs économiques, bah oui, comme pour les matériaux, il va y avoir des coûts qui vont se dégager. Est-ce que je vais payer ma machine en capital, c'est-à-dire l'achat initial de la machine, est-ce qu'il est élevé ou pas? Est-ce que je vais pouvoir faire une série plus ou moins élevée pour pouvoir amortir mon procédé? Est-ce qu'il y a des coûts associés à la maintenance? Est-ce qu'il y a des coûts associés à la main-d'œuvre qui va utiliser le procédé? C'est-à-dire, est-ce que la main-d'œuvre doit être qualifiée? Est-ce que j'ai des outillages plus ou moins chers? Donc tout ça, ça va impacter le coût. Et également les attributs environnementaux. On l'a vu par exemple pour la conception matériaux. Je peux avoir un impact environnemental lors de l'obtention de la matière première. Bah là, naturellement, quand je vais mettre en œuvre, traiter ou assembler, bah, je vais utiliser de l'énergie. Cette énergie a peut-être aussi un équivalent en dégazage de CO2. Je peux très bien, par exemple, utiliser de l'essence pour faire tourner une machine et donc je vais dégazer du CO2. Je peux avoir des procédés comme l'usinage par exemple qui utilisent beaucoup d'eau, donc je peux avoir un impact environnemental qui est non négligeable. Et donc encore une fois, si je fais de l'éco-conception ou du développement durable, la notion d'impact environnemental via les procédés sera automatiquement important à regarder. Voilà, donc naturellement, comme pour les matériaux, on a un ensemble de propriétés à connaître, à maîtriser et naturellement à utiliser pour optimiser le choix procédé. Alors, quid de la forme maintenant? On a vu qu'on avait un triplet, entre guillemets, on avait matériaux, procédés, forme qui étaient en interaction. Donc, il faut se poser la question de cette forme et on voit en réalité que quand je regarde le matériau, il est lié au procédé. Donc ça, c'est le lien qu'on avait dit, l'interaction forte entre procédés et matériaux, mise en forme, mise en œuvre, assemblage, traitement, donc peut-être des propriétés qui évoluent ici. Mais pour répondre à une fonction, la forme doit jouer avec le matériau, oui, mais la forme est mise en forme par le procédé, etc. Donc on a bien ce triplet en interaction. Et si on regarde la solution que le concepteur va obtenir, du moins la solution vers laquelle il doit tendre, elle se trouve bien à la croisée de ces trois ensembles, matériaux, procédés, forme. Donc, en forme, on pourrait parler de tout ce qui est forme 2D, des enveloppes, des surfaces, des coques, des plaques, des choses comme ça, ou en 3D, des formes en 3 dimensions. Est-ce que ma forme est plutôt prismatique ou non prismatique? On pourrait parler de formes qui font plutôt penser à des fonctions, par exemple ici des fonctions mécaniques, des poutres, des plaques, des panneaux, des colonnes, etc. Je pourrais regarder le procédé dans ses propriétés particulières. On a parlé de gamme de production, des attributs économiques, environnementaux, donc ça c'est très lié au procédé seul. Et si je regarde le matériau, je vais avoir des propriétés intrinsèques qui sont liées à la matière première. On avait vu les données géoéconomiques, ça c'est vraiment la matière première également. Est-ce que l'obtention de la matière première a un impact environnemental plus ou moins fort? Et est-ce que ce matériau a une tenue plus ou moins bonne ou mauvaise à certains environnements spécifiques? Donc ça c'est plutôt, on va dire, les propriétés qui sont liées seulement au secteur que je regarde, donc ici les propriétés matériaux, propriétés formes, propriétés procédés. Et ensuite, il va y avoir des propriétés mixées, entre guillemets, si je peux me permettre de dire ça, c'est-à-dire que dès que je regarde le matériau et la forme, je vais parler de fonctions et de propriétés à l'échelle de la structure. Là, j'ai bien une structure puisque mon matériau
est dans une forme donnée. Donc là, on va avoir une interaction qui va apparaître entre ces deux domaines. Pareil d'un point de vue forme et procédé. Dès qu'on va parler de géométrie, donc de forme ici, ça va être lié bien sûr au procédé, et le procédé doit être capable de mettre en place cette géométrie. On va avoir des cotes à respecter, on va avoir des tolérances à respecter, un état de surface, etc. Donc là, on voit bien que c'est plutôt une interaction entre ces deux domaines-là. Naturellement, entre matériaux et procédés, j'ai également une interaction. Par exemple, est-ce que ce matériau va accepter le traitement effectué par le procédé qui est ici, ou est-ce que la propriété attendue du matériau va bien être mise en place par le procédé utilisé, et également, bien sûr, est-ce que le procédé peut utiliser le matériau que j'ai choisi d'un point de vue conceptuel. Donc je vois que j'ai des propriétés qui sont seulement liées à un des membres de ce triplet et des propriétés qui sont plutôt en interaction. Et il faut tenir compte de tout ça pour trouver la bonne solution. Alors pour tenir compte de tout ça, naturellement, l'idéal serait d'avoir un outil logiciel ou une base de données qui nous permette de faire des croisements entre ces trois domaines et de mettre en évidence justement ces interactions. Et c'est ce que l'on va voir dans le cadre des vidéos qui vont suivre.